Et pour en parler sur ce plateau, Adel Bakawan, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales et auteur du livre La décomposition du Moyen-Orient, les trois grandes ruptures aux éditions Talandi. Et merci donc d'être avec nous pour parler de ce sujet. Alors j'aimerais qu'on revienne dans un premier temps sur cette offensive terrestre annoncée par Benyamin Netanyahou. C'était finalement la suite logique de sa stratégie. Est-ce qu'il fallait s'y attendre ? Oui, absolument. Moi, je ne suis absolument pas étonné. Le livre que vous avez mentionné, dans le dernier chapitre, j'explique en détail la stratégie de ce gouvernement. Bien évidemment, il faut distinguer toujours Israël avec ce gouvernement. Lorsqu'on parle de la situation actuelle, on ne parle pas d'Israël autant que pays, autant qu'État, autant que territoire, autant que population, mais on parle d'un gouvernement totalement dominé par l'extrême droite. La stratégie de l'extrême droite, depuis le 8 octobre, c'est-à-dire le lendemain du 7 octobre 2023, c'était divisé en trois étapes. La première étape, assiéger la population et la bande de Gaza, totalement un embargo total. La deuxième étape, j'y vais vite, c'est le bombardement total et global, sans exception, toutes les zones, tous les endroits, tous les quartiers, toutes les villes. Et la troisième étape, obliger cette population ou bien partir, ou bien mourir, entre les deux, partir ou mourir. Donc ils doivent choisir. Et bien évidemment, le but final, c'est l'annexion. Pour moi, il n'y a pas d'autre but. C'est pas la destruction de Hamas, parce que c'est déjà fait. C'est pas le désarmement, c'est pas l'enlèvement de la main lourde de Hamas sur le gouvernement. Il n'y a plus rien à Gaza. Pour vous, aujourd'hui, le Hamas, il est totalement affaibli ? Le Hamas n'est plus une menace pour la sécurité et la stabilité d'Israël. Ce n'est pas possible. Objectivement, militairement, factuellement, ce n'est plus possible. Le Hamas n'est plus en mesure d'être une menace. Et donc, l'objectif final, c'est annexer la bande de Gaza au territoire israélien. Alors avec nous également Guillaume Lavallée, ancien chef du bureau de Jérusalem de l'AFP, auteur de Gaza avant le 7 aux éditions du Boréal. Merci d'être avec nous. Alors cette offensive terrestre, selon vous, Monsieur Lavallée, est-ce que c'est une première ? Ben non, c'est pas une première parce que ça fait 18 mois qu'on est en conflit. C'est sûr que en conflit, je veux dire plus qu'en conflit. C'est sûr que le message des Israéliens était de dire lorsque Trump aura terminé sa tournée du Moyen-Orient, si rien n'avance de notre point de vue, nous allons reconquérir la bande de Gaza. Donc ça, c'était le langage des Israéliens. On a vu quand même qu'hier, le bilan était excessivement lourd dans la bande de Gaza, 150 morts en moins de 24 heures, en environ 24 heures. Et en parallèle de ça, au Qatar, on semble commencer des pourparlers indirects avec le Hamas. Donc, il y a le langage, je crois qu'on envoie du côté israélien, c'est de dire on est prêt à reconquérir Gaza, on est prêt à annexer Gaza. Et Trump l'avait dit à son arrivée à la Maison-Blanche avec son projet de Côte d'Azur de la bande de Gaza. Mais là, il y a un nouvel élément à l'équation, c'est que Trump vient de terminer sa tournée au Proche-Orient et le disque semble avoir peut-être changé dans le sens où Trump vient de parler avec les Saoudiens, avec les Émiratis, avec les Qataris. Il vient de parler en contournant un peu les Israéliens avec les Houthis, avec les Syriens, avec les Iraniens. Donc, la carte semble un peu changer. Il y a peut-être deux projets dans les cartons. Un, celui d'Israël, qui serait de véritablement annexer la bande de Gaza, qui est à pousser la population palestinienne qui est là depuis toujours, en fait, à l'extérieur, ou de l'autre côté, une sorte de tentative d'en arriver à une solution pour garder la population sur place et construire une sorte d'embryon, sinon plus, d'État palestinien. Et la question de savoir si Trump était au début, il y a 3 mois, du côté A de la face, c'est-à-dire avec un langage plus pro-annexionniste, si à la fin de sa tournée au Proche-Orient, il est maintenant un peu de l'autre côté en disant, laissons la chance à ce projet de véritablement créer, si c'est pas un État palestinien, mais au moins une structure à moyen terme là, pour pouvoir en finir du bilan atroce dans la bande de Gaza et avoir une sorte de structure pour gérer la suite des choses à moyen terme, je dirais.
Alors Cécile Bardet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes juriste et enquêtrice criminelle internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We Are Not Weapons of Far. Merci d'être avec nous. Alors on revient largement en ce moment sur cette offensive terrestre qui est annoncée par Benyamin Netanyahou, alors que le Hamas annonce de son côté de nouvelles négociations qui sont en cours à Doha. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces négociations indirectes avec Israël ? Ce qu'il faut attendre des négociations, ça, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a personne qui peut le dire. Ce qui est clair, c'est que Israël est très axé sur la question des otages autour de ces négociations. Et si on parvient à avoir une sorte d'accord autour de ça, je pense que c'est ce qui pourrait permettre de décélérer un peu l'horreur actuelle et en tout cas la position d'Israël. Cette offensive terrestre, selon vous, c'était aussi cette suite logique finalement de la stratégie de Benyamin Netanyahou ? Je ne suis pas dans la tête de Benjamin Netanyahou, mais clairement, là en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une bascule très claire de la part de l'État israélien pour vraiment annoncer ce que beaucoup voyaient déjà, mais annoncer quand même une vraie annexion de Gaza, ou en tout cas le fait que pour l'instant, ils n'envisagent pas du tout de quitter Gaza, quoi. Donc ça, on le voit très bien, et c'est très inquiétant. Adel Bakawan, Benyamin Netanyahou qui parle de plan de conquête. Ce sont ces termes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il contient, ce plan de conquête ? Conquête, c'est bizarre comme titre, comme nom. Oui. Conquête, je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils pensent qu'auparavant, vous savez, Israël occupait la bande de Gaza. On s'est retiré en 2006, si ma mémoire est bonne. Hein. Et donc, peut-être c'est à ce titre-là, il parle de la conquête, mais en réalité, c'est l'occupation. Hein, c'est la réoccupation de territoire. Mais si vous me permettez, je vais ajouter un petit mot. Benyamin Netanyahou n'est pas dans une situation aussi confortable qu'il y a 3 ou 4 semaines. Ouais. Il y a 3 ou 4 semaines, il avait un soutien direct, inconditionnel de la première puissance au monde, les États-Unis d'Amérique, qui parlaient de la Côte d'Azur, de prendre la main directement sur la bande de Gaza, de déplacer la population en Égypte et en Jordanie. On se souvient tous l'image du roi de Jordanie à la Maison Blanche, comment il a été accueilli, comment il a été même humilié parce qu'on voulait imposer à lui au moins 1,5 million de Palestiniens de Gaza. Mais aujourd'hui, je dis pas le torchon brûle entre les deux hommes, mais il y a vraiment une discorde qui s'installe à plusieurs niveaux. Sur la Turquie, le rôle de la Turquie en Syrie, sur la normalisation de Ahmad el-Shara, sur la relation avec l'Iran et la négociation en cours, sur la négociation avec le Hamas qui est considéré comme une organisation terroriste avec qui les États-Unis d'Amérique négocient directement pour libérer un otage israélo-américain. Et donc, sous tous ces dossiers, ils sont pas d'accord. Et donc, Benyamin Netanyahou est seul. Et peut-être parce qu'il est seul, il se sent fragile. Et parce qu'il se sent fragile, il monte en puissance et il utilise ses armes. Mais pas seulement à Gaza, mais il menace le Yémen aussi, n'est-ce pas, hein, monter en puissance. Et il menace même la République islamique d'Iran avec la possibilité d'une attaque unilatérale. Justement, cette libération d'otages qui a eu lieu cette semaine, cet otage israélo-américain, elle interroge énormément. En effet, Donald Trump qui a négocié directement avec le Hamas sans passer par Benyamin Netanyahou. Non, mais tout à fait. Justement, c'est très intéressant ce que vous dites et de remettre ce contexte-là parce que il y a les rapports de pouvoir. Vous savez, moi, je suis juriste et enquêtrice criminelle internationale. Je suis pas une experte en politique, mais là, on voit très bien qu'il y a des rapports de force qui changent. Et donc ça interroge effectivement parce que là d'un seul coup ce sont les États-Unis qui vont négocier directement et qui font ça. Et après j'ajouterais sur ce que vous venez de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi qu'au sein de la société israélienne là il y a quand même une fracture énorme. Il y a quand même une grande partie de la population qui manifeste, qui ne veut plus de tout cela parce que personne ne comprend ce qui se passe. Il y a principale association israélienne de familles d'otages qui met la pression
négociations pour obtenir la libération des otages sur Benyamin. Mais je pense parce que aussi, il voit très bien que d'abord, il y a aussi, par exemple, au niveau de l'armée aussi, de ça, il y a des pilotes qui veulent plus aller, qui disent en fait, qui ne comprennent pas en fait quel est l'objectif de ce qui est en train de se passer. Et d'un point de vue des familles des otages, vous savez, moi je travaille sur le 7 octobre, donc les familles des otages, les familles des victimes du 7 octobre, je les vois et ils se sentent très abandonnés en fait, et ils n'arrivent plus à comprendre ce qui est en train de se passer. Bien sûr qu'ils sont obsédés, pardon du terme, mais obsédés par le fait de la libération des otages. Et là, on arrive à un moment où presque ce qui est en train d'être fait, en tout cas porté par Netanyahou, met en danger en fait ces otages-là. Donc il y a une fracture en fait dans la population. Donc ça aussi, c'est quand même important, et c'est peut-être, comme vous dites aussi, ce qui le pousse encore plus lui à monter en puissance, ce qui est extrêmement dangereux en fait. Guillaume Lavallée, quel est votre avis, vous, sur les relations entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump? Est-ce que, selon vous aussi, le torchon brûle? On l'a vu à l'occasion de cette tournée, Donald Trump qui n'a pas rendu visite à Benyamin Netanyahou, qui ne s'est pas rendu en Israël. La question que je me suis posée cette semaine, si c'était une forme de mise en scène où il y avait vraiment une dissension qui était marquée entre les deux. Je pense quand même que pour Netanyahou, de voir parce que quand Trump est arrivé à la Maison-Blanche, le premier chef de gouvernement qui est allé à la Maison-Blanche, c'est bien Netanyahou qui s'en est vanté. Trump fait sa première tournée au Moyen-Orient, ne passe pas par Israël. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je veux dire, dans les dernières semaines, Trump négocie avec les Houthis, mais dans l'accord où les Houthis peuvent frapper Israël, mais pas les États-Unis, donc les Israéliens sont écartés. On a un accord sur la Syrie, où on lève les sanctions sur la Syrie, on parle avec Ahmed al-Shara. On en arrive à proposer un accord sur le nucléaire civil aux Iraniens, alors que Netanyahou est absolument opposé au problème. Et on renégocie, on remet dans les cartons l'idée d'une solution à Gaza qui ne serait pas une annexion totale. Donc, pour Netanyahou, franchement, si c'est pas une déconvenue, c'est un vrai problème. Puis on parlait de politique intérieure israélienne. Un des arguments de campagne, quand Netanyahou fait campagne électorale, c'est de dire « je suis l'ami des puissants, j'ai des contacts personnels avec Trump ou Poutine », ce qui peut être un avantage important pour Israël. Et donc, dans ce cas-là, Netanyahou, quand la campagne électorale va arriver, parce qu'elle va arriver, les échéances électorales en Israël sont en 2026, si c'est pas avant, dans le sens que si son gouvernement ne tombe pas. Et donc, de perdre la carte Trump dans son jeu, c'est aussi un problème très important pour Netanyahou en termes même de politique intérieure et de survie politique à court, moyen terme. Oui, c'est vrai, on le dit, cette guerre, c'est aussi un moyen de survie pour Benyamin Netanyahou. Il existe à travers ce conflit et ça lui permet aussi de faire passer au second plan peut-être les affaires judiciaires qui le touchent. Oui, parce qu'il a plusieurs affaires judiciaires et d'ailleurs, il faut noter, et pardon, j'ai un oubli sur son nom, mais la procureure générale, en fait, qui est l'espèce de conseillère juridique générale d'Israël, qui est une femme assez extraordinaire, qui a travaillé à ces poursuites à l'encontre de Netanyahou. Elle a finalement démissionné là il n'y a pas très longtemps, donc sous la pression, etc. Oui, il a plein d'affaires judiciaires. Il a quand même aussi un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il faut quand même le rappeler aussi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen de faire pression, ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale c'est toute la difficulté, en fait. La difficulté de la justice pénale internationale, comme on le sait, c'est que là, en l'occurrence, elle a quand même fait son travail. Elle a essayé de faire tout ce qu'elle a pu sur la situation de Gaza, que ce soit la Cour internationale de justice, la Cour pénale. Maintenant, il n'y a pas de bras armés, quoi. Je veux dire, personne ne peut aller arrêter Benyamin Netanyahou. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a des dissensions au niveau politique. Il va aux États-Unis, il va dans certains pays d'Europe. Il était allé en Hongrie, non, il me semble. Voilà. Oui. Donc, Hongrie qui a ratifié la Cour pénale internationale, donc qui normalement devrait l'arrêter. Donc, il y a aussi, c'est très tendu, en fait, politiquement, cette situation. Donc, voilà. Et justement, moi, je voulais rebondir sur cette dimension-là. En fait, les rapports de force sur le terrain, à la fois à Gaza, mais aussi en Israël, est tellement compliqué, tellement complexe, ou bien on a tout, ou bien on n'a rien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avec ce gouvernement de Benyamin Netanyahou, aucune piste de sortie de cette guerre-là n'est possible. Il n'y a rien, tout est fermé. La solution à 2 États, le cessez-le-feu, la guerre, la fin de la guerre, pourquoi tout est bloqué? Parce que tout simplement, une sortie de cette guerre-là, une solution proposée à la question palestinienne, c'est-à-dire la fin de ce gouvernement.
Pourquoi ça veut dire la fin de ce gouvernement? Parce que ce gouvernement tient, parce qu'il y a l'extrême droite. La politique de l'extrême droite, c'est contre la solution à 2 États, pour l'annexion totale, pas seulement la bande de Gaza, mais aussi la Cisjordanie. Alors, il y a 2 acteurs qui peuvent agir sur ce gouvernement-là. D'abord, il y a la société israélienne. Il faut pas vraiment prendre en compte la société israélienne. Mais par contre, à une condition, la mobilisation totale et globale. Si la mobilisation est partielle, le gouvernement pourra rester et gérer la situation que j'appelle impossible. C'est vraiment le chaos total des 2 côtés. Ou sinon, c'est Donald Trump. Donald Trump, s'il utilise bien évidemment toutes ces cartes de pression. Mais les cartes de pression, ça veut dire quoi? Ça veut dire la chute de ce gouvernement, c'est-à-dire les élections anticipées, c'est-à-dire un autre gouvernement, c'est-à-dire traduire Benjamin Netanyahu devant la justice. C'est pourquoi tout est tellement complexe. Ou bien on aura tout, ou bien on n'aura rien. Alors la guerre à Gaza, elle est justement également au cœur des discussions d'un sommet de la Ligue arabe qui se tient en ce moment à Bagdad. Oui. Sommet marqué par l'absence de plusieurs dirigeants. On va regarder ce sujet de Hilal El-Flahi et on en parle juste après. L'intensification des bombardements et des frappes aériennes, accompagnée d'une offensive terrestre massive des troupes israéliennes dans la bande de Gaza. Israël élargit son offensive dans l'enclave palestinienne malgré la pression internationale. La guerre à Gaza au centre des discussions d'un sommet de la Ligue arabe en Irak. Notre vision pour mettre fin aux crises et aux sources de conflits dans la région est basée sur l'obtention par le peuple palestinien de son plein droit à une vie libre et digne sur sa terre. Objectif du sommet, trouver une solution diplomatique pour mettre fin à la guerre. Présent à la table des négociations, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi réclame l'intervention de Donald Trump pour faire pression sur Israël. J'appelle le président américain, qui souhaite consolider la paix, à déployer tous les efforts nécessaires et à faire pression pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ce qui ouvrirait la voie à un processus politique sérieux. Obtenir un cessez-le-feu et la fin du blocus israélien de l'aide humanitaire imposée depuis plus de 2 mois à la population palestinienne. Alors que le Premier ministre israélien justifie l'intensification de l'offensive de l'armée israélienne à Gaza pour achever l'opération et vaincre le Hamas, le secrétaire général des Nations Unies s'alarme des plans d'Israël. Rien ne justifie les atroces attaques terroristes du 7 octobre par le Hamas. Et rien ne justifie la punition collective du peuple palestinien. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu permanent maintenant, la libération inconditionnelle de tous les otages maintenant, et l'accès libre à l'aide humanitaire maintenant. Réunis en mars dernier en Égypte, les dirigeants arabes avaient élaboré un plan pour l'après-guerre afin de reconstruire le territoire dévasté de la bande de Gaza. Guillaume Lavallée, quels moyens ont les pays arabes? Peuvent-ils faire pression pour que Israël et le Hamas trouvent un accord? Oui, je pense qu'ils peuvent clairement faire pression. Ça va passer aussi par un accord avec les Américains. Il faut que les Américains entérinent le plan arabe, ils soient prêts à le soutenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les pays arabes vont mettre de l'argent sur la table, mais il va falloir aussi une structure politique à moyen terme, c'est-à-dire de prendre l'autorité, gérer, administrer la bande de Gaza pendant qu'on puisse permettre aux Palestiniens de souffler et de se trouver un leadership à eux. Et donc, en ce sens-là, ils vont être une force un peu d'interposition, si je peux dire, entre le Hamas et Israël. Ils devront être soutenus par les Américains et aussi par le reste de la communauté internationale, parce que la reconstruction de Gaza va coûter des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Ce ne sera pas simplement les Saoudiens et les Émiratis qui vont payer cette facture-là. Les Américains, le reste de la communauté internationale va payer, j'imagine, une partie de cette note-là. Mais tant qu'il n'y a pas de structure politique ou de plan politique, c'est pas possible. Alors, si les Israéliens réannexent ou annexent la bande de Gaza, c'est eux qui paieront leur reconstruction de la bande de Gaza. Et je vois pas qui va mettre un sou là-dedans à part eux-mêmes, alors que leur économie est déjà complètement à plat, en partie à plat par les derniers 18 mois de conflit. Donc, cette solution arabe, pour moi, c'est la seule que je vois qui soit vraiment crédible et potentiellement qu'on peut mettre en œuvre relativement rapidement. Elle est importante et ça nous fait diriger vers le mois prochain, vers le sommet franco-saoudien qu'on va avoir à l'ONU, où la France aussi, on parle de Trump beaucoup, mais je pense que le président Macron
monté un peu au créneau cette semaine. Son vocabulaire était beaucoup plus marqué sur la situation à Gaza et sur l'engagement français sur Gaza. Et si le président français s'engage à reconnaître un État palestinien, si j'ai bien compris ces déclarations, c'est vers là qu'on s'en va. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un moment où si Gaza est annexé, l'État palestinien n'existe plus. Je veux dire, ça a toujours été assez clair. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'État palestinien qui ne serait que Gaza. Il n'y a pas d'État palestinien sans Gaza. Et donc, si les Israéliens vont de l'avant, il n'y aura plus d'État palestinien possible. Et d'où l'urgence du point de vue français de dire maintenant, bon, ben, on va enfin le reconnaître et non pas de faire ça comme la fin de la discussion, mais une condition préalable à toute discussion. Et dans tout ce discours-là, ça va être très difficile pour les Israéliens de naviguer parce qu'ils vont être, en plus, si Trump est en train de changer un peu son fusil d'épaule, les Israéliens vont se retrouver assez isolés. Et la question que ça va poser, la position française, ça va être posé à d'autres pays, les Britanniques, les Italiens, les Canadiens, par exemple, de savoir est-ce que vous allez, oui ou non, suivre le pas et reconnaître un État palestinien. Alors vous parlez justement du président français Emmanuel Macron qui s'est exprimé cette semaine sur la situation à Gaza. Je vous propose qu'on l'écoute justement. La situation humanitaire à Gaza est intolérable. J'avais eu l'occasion de le dire dans mon voyage il y a quelques semaines en Égypte, à Al-Arish, à la frontière, et elle s'est aggravée. Et nous sommes en train d'atteindre un point inédit sur le plan humanitaire depuis le début. La communauté internationale qui réagit énormément sur la situation à Gaza. Est-ce que selon vous, ce sommet des pays arabes, il tombe finalement au bon moment? Est-ce qu'il pourrait permettre de faire avancer un petit peu les choses sur ce dossier? Il tombe au bon moment, mais c'est un échec. C'est un échec parce que l'Irak n'a pas réussi à faire amener les présidents et les rois des 22 pays arabes. Sur les 22 pays arabes, il n'y a que 2 présidents. Le chef de l'État du Qatar et le chef de l'État égyptien, Maréchal Sissi. À part ces 2 présidents, personne n'est là. Ni Ben Salman, ni Ben Zaïd, ni même le roi jordanien, personne n'est là. Donc c'est vraiment un échec total. Mais par contre, le plan arabe, c'est un plan très, très, très sérieux. Alors ce plan est estimé à 53 milliards de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Mais par contre, la grande fragilité de ce plan-là, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a aucun, je l'ai lu en détail à plusieurs reprises, il n'y a aucun article qui concerne la gouvernance de Gaza ou l'avenir du Hamas dans la gouvernance de Gaza. On sait que les pays arabes, ils sont très divisés aussi sur cette question-là, justement. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. À part le Qatar, aucun État arabe soutient vraiment le Hamas. Et même le Qatar a mis de l'eau dans son vin en disant qu'il est tout à fait favorable pour un désarmement et même pour l'exil des cadres dirigeants de Hamas. Le problème, c'est quoi? C'est que le plan ne l'aborde pas. Alors, tant que nous n'avons pas réglé la question du Hamas, tant que nous n'avons pas désarmé, nous, je voulais dire, la Ligue arabe, les pays arabes, n'ont pas prononcé une stratégie claire par rapport au désarmement du Hamas, par rapport à l'exclusion du Hamas de la gouvernance de la bande de Gaza, par rapport à l'exil de ces cadres dirigeants, il est impossible de mettre en place ce plan arabe, cette stratégie arabe. Un numéro 1. Numéro 2, aujourd'hui, en Israël, vous avez un gouvernement qui refuse catégoriquement de coopérer par rapport à la mise en place de ce plan. Et numéro 3, la Maison Blanche n'a pas encore intériorisé, accepté de gérer ce plan arabe, même si Mohammed Ben Salman a déployé des efforts énormes pour que Donald Trump, lorsqu'il était à Riyad, accepte ce plan arabe. Il l'a accepté partiellement, mais avec quelques modifications. C'est pourquoi Donald Trump a dit, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il va se prononcer sur la question du Gaza, mais selon les informations que je dispose, c'est qu'il y a vraiment une vraie négociation entre Riyad et Washington par rapport à la tenue de cette conférence au mois de juin, c'est-à-dire le mois prochain à New York, co-organisée entre Mohammed Ben Salman et le président Macron. Les 2 chefs d'État saoudiens et français souhaitent élaborer un résultat, une décision, une proposition avec la participation de Donald Trump. Et cette négociation dans les coulisses est en cours.
Alors, je voulais vous partager quelques réactions de la communauté internationale. L'Italie qui dit « ça suffit à Israël, il nous faut un cessez-le-feu permanent » et maintenant a renchéri au sommet arabe le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président français, on l'a entendu, qui s'est exprimé aussi sur le sujet. Guillaume Lavallée, est-ce que selon vous, aujourd'hui, Benyamin Netanyahou est totalement indifférent finalement à ces pressions internationales ? C'est une très bonne question. Indifférent. Je pense qu'il est indifférent à certaines réactions internationales. Je pense que quand l'ONU parle, ça change pas grand-chose à son quotidien. Je pense que quand les Italiens parlent, un peu différent. Mais si vraiment Trump parle, là, ça va véritablement faire changer la balance. Parce que c'est plus qu'un allié. Là. C'est un allié dont sa survie politique peut dépendre de la survie de son gouvernement. Et son gouvernement peut tomber, je veux dire, dans la mesure où 3-4 députés quittent la coalition, le gouvernement tombe, on tombe en élection. Donc, il y a un scénario où Netanyahou est plus au pouvoir dans 6 mois. Là. Donc, tout n'est pas si stable que ça si Trump change son fusil d'épaule. Et comme Adèle le disait bien tout à l'heure, il y a une offensive diplomatique des pays arabes pour véritablement convaincre la Maison-Blanche de ce plan-là. Donc, moi, c'est ce que je pense qu'il faut suivre d'un point de vue diplomatique, c'est vraiment de savoir comment Trump, à la fin de cette tournée-là, va se positionner. Parce que il y a beau avoir des négociations au Qatar pour la libération des otages, libération de prisonniers palestiniens, c'est le feu, mais vraiment, l'étage supérieur, c'est là que tout va s'imbriquer ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive vraiment à avoir une gouvernance pour Gaza, et si on n'a pas de gouvernance, comment faire pour reconstruire? Donc tout ça, c'est vraiment imbriqué, et je pense que Netanyahou, oui, est indifférent à certaines réactions, et clairement, je pense que le droit international, on a une juriste qui est avec nous, mais le droit international, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Donc, il sait très bien qu'il est allé peut-être au-delà de ce que le droit international permet ou autorise, et c'est pas ce qui le dérange, mais vraiment, Trump, un changement de la politique de Trump, là, c'est un véritable problème pour lui. Et si Israël décide de justement essayer de torpiller les initiatives de Trump, là, ça va être très, très, très difficile aussi pour lui. Donc, je pense que c'est pas de l'indifférence totale, mais c'est vraiment le sentiment de se sentir de plus en plus peut-être isolé. Cécile Bardet, vous vouliez rebondir justement sur cette question du droit international ? Oui, parce que en fait, évidemment, là, on parle de toutes ces négociations politiques, etc., et de comment sortir de cette situation, mais je trouve quand même qu'il faut parfois ramener les choses aussi. Il y a là quand même la question de tous les crimes qui ont été commis et la situation de Gaza qui est effectivement catastrophique et où on voit de plus en plus de réactions et que là, je pense que ça devient insoutenable en fait pour tout le monde, et de parler de la justice aussi, parce que arriver à un cessez-le-feu, arriver à discuter à une potentielle solution politique, alors désarmer le Hamas, etc. On sait très bien aussi que le Hamas a été quand même très affaibli, mais il est quand même toujours là. Donc voilà, mais il y a aussi toute la question du processus de justice, que ce soit en Israël, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans le nouveau plan, Netanyahou, il a annulé la commission d'enquête du 7 octobre. Il n'y a pas de procédure de justice. Moi, je suis avec les familles et tout. Elles savent rien, en fait. Elles sont informées de rien. Comment leurs fils, leurs femmes ont été tués le 7 octobre. Ils ont quasiment accès à rien. Donc, il y a toute cette question-là du 7 octobre qui a été horrible. Il faut aussi le rappeler. Et alors, il y a toute la question de ce qui se passe à Gaza et de tous les crimes qui sont commis. Et effectivement, la rupture de droit international. Enfin, le droit international, il est clairement piétiné, mais comme jamais, quoi. Là, on est quand même dans une situation comme ça. Donc, il y a tout ça. Et à la fin aussi, et moi, c'est vraiment les questions sur lesquelles je travaille ailleurs, mais aussi là, c'est la question aussi et après, comment on va faire pour vivre ensemble? Comment on va reconstruire tout ça? Parce que les gens ne vont pas partir. Et il y a aussi tout ce travail-là. Les Israéliens, ils ont été très, 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 très marqués, évidemment, par le 7 octobre, très traumatisés par ça. Et il y a cette espèce de fracture totale aujourd'hui qui n'arrive pas encore dont ils n'arrivent pas encore à passer au-dessus, quoi, si je puis dire. Donc, toutes ces questions-là, elles sont quand même aussi super importantes. Et moi, j'aimerais bien savoir si, quand il y a des discussions politiques, par exemple, est-ce que c'est aussi des sujets qui sont abordés? Parce que je n'en ai pas du tout l'impression que ce soit le cas, alors que ça devrait l'être. Alors ce conflit, il fait aussi beaucoup réagir. En France, en ce moment, à Paris, justement, se tient une manifestation pro-palestinienne. On vous retrouve sur place. Lise Vogel, bonjour. Racontez-nous quelles sont les revendications sur place.
Eh bien Camille, les centaines de manifestants qui sont dans les rues de Paris aujourd'hui, ils sont là pour soutenir le peuple palestinien et plus précisément les civils gazaouis. Les revendications, elles demandent un cessez-le-feu immédiat et permanent et puis aussi la reprise de l'aide humanitaire qui est entravée par Israël depuis le 2 mars. Alors vous allez le voir sur ces images de Léo Miancourt qui m'accompagne, le boulevard Malesherbes où je me trouve à Paris est noir de monde. C'est la fin de la manifestation qui doit arriver au bout de ce boulevard sur la place Saint-Augustin et donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait le déplacement. Une jeune manifestante me disait il y a quelques instants qu'elle était plus là pour dire son désespoir que son espoir, un désespoir face au sort que subissent les civils palestiniens. C'est le message qui est porté par le collectif qui a mobilisé aujourd'hui de nombreux manifestants, le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Je vous propose de d'écouter ce que m'a dit Linda Seheri, l'une des porte-paroles de ce collectif. On réclame un cessez-le-feu immédiat et pérenne. On réclame la fin de ce génocide. Il faut absolument que l'aide humanitaire puisse rentrer à Gaza, puisqu'aujourd'hui on a une population qui est affamée. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture qui rentre. Et puis on veut aussi que les journalistes puissent rentrer, puisque en ce moment c'est un génocide qui se fait complètement à huis clos presque. En fait, on n'a pas d'image. Enfin, c'est très compliqué. Et il faut vraiment que cette situation, elle cesse. Merci beaucoup Lise Vogel pour toutes ces précisions. Guillaume Lavallée, une petite réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre et notamment justement la complexité aussi pour les journalistes qui ne peuvent pas entrer dans cette enclave dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans quel état se trouve la population ? C'est très compliqué d'avoir des informations. En fait, de deux choses l'une. Premièrement, depuis dans la presse cet octobre, les Israéliens n'ont pas permis à la presse étrangère d'entrer, aux correspondants étrangers, de rentrer dans la bande de Gaza. Et on pouvait rentrer embedded, c'est-à-dire avec l'armée pendant quelques heures et retourner, mais il n'y a pas eu d'accès à la presse étrangère. J'étais président de la Fédération des correspondants étrangers à Jérusalem. La Fédération a demandé plusieurs fois, même c'est adressé à la justice israélienne, d'accéder à la bande de Gaza. C'était non, un niet catégorique, et ça dure depuis 18 mois, ce qui est assez inédit dans l'histoire de la couverture des conflits depuis plus d'un siècle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, donc, qui fait le travail sur le terrain? C'est des journalistes palestiniens. Plus de 200 ont été tués dans la dernière année. C'est 10% des journalistes palestiniens de Gaza qui ont été tués au cours des 18 derniers mois. Et qu'est-ce que ça crée? En fait, on a des images de la bande de Gaza. On a plein d'images de la bande de Gaza. Il y a plein de journalistes palestiniens de talent qui font leur travail dans la bande de Gaza. Donc, il faut souligner le travail. Il faut leur dire merci pour leur travail parce qu'ils couvrent ce conflit-là alors que leur famille est sur place, alors que leurs enfants sont sur place. Et personne qui va à la guerre avec sa famille avec eux. Les correspondants de guerre, généralement, restent chez eux. Leur famille reste chez eux. Ils vont à la guerre. Là, les journalistes de Gaza couvrent ce conflit-là avec un poids excessivement compliqué. Mais ce que ça fait, c'est ça jette parfois un discrédit sur les images en disant, mais voyez, les images viennent de Palestiniens, donc son juge est parti, par conséquent, on peut pas s'y fier. Et c'est ça que ça fait le problème de ne pas avoir de presse étrangère, c'est que malgré la qualité du travail de plusieurs journalistes palestiniens sur place, et la majorité d'entre eux, on en arrive à l'idée que c'est pas crédible et ça permet de semer et de gérer une sorte d'industrie du doute sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, alors que les témoignages se recoupent assez et les humanitaires qui sont sur place témoignent dans le même sens. Donc, on sait ce qui se passe. La question, c'est pas de savoir si on a une idée assez très, très claire de ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais il y a une sorte d'impuissance mondiale. Cette impuissance-là, vous la voyez chez les citoyens comme chez les politiques, d'où le fait maintenant d'avoir un changement à la Maison-Blanche qui fait en sorte qu'on dit, il y a un homme qui, semble-t-il, peut faire pression sur les Israéliens. Cet homme s'appelle Donald Trump et c'est un peu paradoxal de voir des gens qui, pour sa politique intérieure, n'aiment pas du tout Donald Trump, mais qui mettent leurs seuls espoirs présentement dans cette personnalité politique-là. Mais, je dis pas leurs seuls espoirs, mais un de leurs grands espoirs là-dedans. Et dans cette personne. Donc, c'est le fait, on a des images de la bande de Gaza, il y a un travail qui est fait, mais l'accès reste quand même essentiel pour crédibiliser des images, parce que certains en doutent encore.
Céline Bardet, vous vouliez justement réagir? Non, je voulais réagir parce que justement aussi quand on parle de la justice et de ce qui se passe, alors il y a la question de l'information et c'est vrai que c'est complètement inédit, c'est-à-dire que personne n'a accès à Gaza, aucun journaliste n'a accès, etc. Et au-delà de ça, en fait, c'est toute la question aussi de la documentation des crimes. Et moi, c'est le travail que je fais. J'ai accès à Israël et aux événements du 7 octobre. Je n'ai pas accès à Gaza. Donc nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des activistes, il y a des gens qui font un travail extraordinaire, des Palestiniens à Gaza qui font ce qu'ils peuvent dans des conditions absolument atroces. Maintenant, la difficulté, c'est d'arriver à corroborer ça. Là où je rejoins, c'est vrai, quand on voyait le petit reportage avant, on dit c'est à huis clos, il n'y a pas d'images. Ben non, c'est pas vrai. Il y a énormément d'images. Donc je pense que la question, c'est pas la question des images et la question de voir ce qui se passe. Et je pense qu'on a une vision effectivement assez claire de ce qui se passe maintenant, de manière très précise, de documenter les crimes qui ont été commis, comment ça a été commis, plus. Moi, je parle plus de ce côté-là que du côté de la situation infrastructurelle de Gaza. Ça, c'est aussi un travail qui va être extrêmement important. Et on sait aussi qu'il y a tout ce débat autour génocide, pas dire génocide, qu'on a demandé à Macron qui dit génocide, qu'il a un terme qui fait beaucoup débat, en effet. Voilà, c'est un terme qui fait beaucoup débat, qu'on utilise beaucoup. Moi, je pense que le président Macron a eu raison de ne pas l'utiliser. Je crois pas que c'est sa place, mais justement, c'est à la justice aussi de faire ça. Et pour ça, il faut qu'on ait une vision très claire de ce qui s'est passé. Alors, on le dit, ça fait plus de 2 mois que plus rien n'entre dans l'enclave palestinienne. On commence à parler d'une famine possible à Gaza. Je vous propose qu'on regarde ce sujet de Léa Sulevitch et on en parle après. Malgré le blocus des livraisons d'aide dans la bande de Gaza, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien l'affirme. Il n'y a pas de pénurie d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Pourtant, la communauté internationale et de nombreuses ONG sont formelles. L'aide est complètement bloquée et le risque de famine est bien réel. Alors, quelle est la situation dans la bande de Gaza ? D'abord, cela fait 2 mois qu'Israël bloque les accès à l'enclave palestinienne. Donc, sans ravitaillement humanitaire ou commercial, les réserves s'épuisent et les prix explosent. Si l'on compare avec la période de cessez-le-feu en février dernier, l'inflation sur les denrées essentielles à Gaza est colossale. Plus 400% pour le kilo de lentilles et le kilo de sucre, plus 500% pour le kilo de riz, et plus 740% pour les œufs. Le prix du gaz de cuisine, lui, a bondi de 600%. Et au-delà du prix, il n'y en a surtout pas assez pour tout le monde. Alors, les 2,1 millions de Gazaouis se tournent vers l'aide humanitaire qui a pu être acheminée avant le blocus, comme ces distributions du Programme alimentaire mondial. Il n'y a plus que 257 000 personnes qui reçoivent un repas chaud. Et quand je parle d'un repas, c'est un grand mot. Vous vous retrouvez avec simplement une soupe relativement chaude avec quelques lentilles à l'intérieur de votre soupe. Le pain, il n'y a pratiquement plus de farine. Ce risque de famine a été quantifié par l'IPC, en français, Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Son baromètre comprend 5 phases, d'une insécurité minimale à une situation de catastrophe, en l'occurrence de famine. Selon leur dernière étude publiée cette semaine, Gaza est bien confronté à un risque critique de famine. Actuellement, 44% des habitants se trouvent déjà dans une situation d'urgence et 12% en situation de famine. D'après les organisations sur place, plus de 116 000 tonnes d'aide alimentaire sont déjà positionnées aux frontières de l'enclave, prêtes à être acheminées vers Gaza. Adel Bakawan, on le voit, il y a une vraie fatigue, une angoisse des Gazaouis qui souhaitent aujourd'hui la paix finalement. Ils attendent que ça. C'est pourquoi, comme Yasser Arafat a assumé ses responsabilités en 1982 en se retirant du sud du Liban, lui et ses combattants vers la Tunisie, aujourd'hui le Hamas a une grande responsabilité dans ce qui se passe, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est le Hamas qui a commis le 7 octobre, génocide, massacre collectif ou autre chose. Je laisse cette terminologie pour le cadre juridique à traiter, mais tout ce qu'on sait, c'est que 1200 personnes ont été massacrées, et depuis aujourd'hui, on arrive à peu près à 53 000. Lorsque j'ai fait mes calculs aujourd'hui, on a 43 Gazaouis pour un Israélien. Donc ça, c'est des données factuelles.
le Hamas doit assumer ses responsabilités. Cette manifestation-là, vous avez montré tout à l'heure, c'est très bien. Mais en même temps, on ne doit pas s'adresser uniquement à une partie du conflit. On doit s'adresser à la fois au gouvernement israélien, mais aussi à ces acteurs qui ont préparé ces conditions. Numéro 1. Numéro 2, vous avez posé tout à l'heure la question, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce que l'autorité palestinienne... Pour moi, Mahmoud Abbas n'est plus légitime pour porter cette alternative. Il va avoir 90 ans, il est malade, il est fatigué, il est âgé. Et l'alternative crédible, légitime, populaire, qui pourrait être acceptée à la fois par les Gazaouis, mais aussi la Cisjordanie, mais aussi par les Palestiniens de l'étranger, par les États arabes, par la communauté, une grande partie de la communauté internationale se trouve dans les prisons israéliennes. C'est un acteur qui s'appelle Marwan Barghoussi, il n'est pas islamiste, il fait partie du Fatah, c'est un leader charismatique qui parle parfaitement hébreu, qui parle anglais, qui parle un petit peu français, arabe, etc. Et je pense que si nous sommes vraiment dans la perspective viable, crédible, de sortie définitive de cette question-là, il faut absolument négocier avec lui. Il faut préparer après Mahmoud Abbas. Mais avec une dernière phrase, et je m'arrête, mais malheureusement avec ce gouvernement-là, je discute énormément avec les Israéliens, notamment les proches de ce gouvernement. Ils pensent que les Palestiniens disposent déjà d'un État. Ils n'ont pas besoin d'un deuxième État. Leur État, c'est la Jordanie. Ils doivent tous se déplacer vers la Jordanie et ça suffit. Là, autrement dit, ce gouvernement est dans cette perspective d'annexion totale, à la fois la Cisjordanie et la bande. Et avec ça, malheureusement, on restera dans ce chaos. Guillaume Lavallée, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit en plateau ? Non, je trouve très intéressant parce que je partage Mahmoud Abbas un problème de légitimité, puis c'est pas seulement moi qui le dis, c'est je pense que les Palestiniens de Cisjordanie, de la bande de Gaza vous le diront mieux que nous sur les plateaux de télévision. Mais ce que je trouve important, c'est de voir, on a parlé tout à l'heure de ce qu'on va faire du Hamas par la suite, que le Hamas doit partir en exil, ou les cadres dirigeants, puis laisser la place à d'autres. Je pense qu'il y a aussi des tractations qui sont faites depuis un an pour voir qui du Hamas peut être coopté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a aussi un danger d'avoir une administration à Gaza qui soit complètement... tu sais, comme on a fait en Irak en 2003, on a débassifié l'Irak et puis finalement, on a eu un problème qui est venu par la suite. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la structure qui sont plus pragmatiques et qui pourraient rester à titre individuel et non du Hamas et qui pourraient un peu permettre de temporiser les choses? Je dis pas que je prône ça, je dis juste que je pense que c'est une question qui va se poser parce que Marwan Barghouti, c'est bien, mais ça fait 20 ans qu'il est dans les prisons. L'autorité palestinienne, je suis pas sûr qu'elle va laisser faire Marwan Barghouti aussi simplement que ça, parce qu'il y a quand même des rancœurs qui se jouent dans tout ça. Plusieurs parlaient de Mohamed Dahlan, qui est aux Émirats présentement, qui est chargé de la sécurité dans la bande de Gaza pour le Fatah par le passé. Barghouti, Dahlan se parlent, Nasser El-Kidwa aussi, qui était le chef de la diplomatie palestinienne par le passé. Donc, il y a des acteurs politiques palestiniens qui sont proches du Fatah, donc laïcs, mais critiques de Mahmoud Abbas et qui peuvent coopter des gens dans la société civile palestinienne pour véritablement faire émerger quelque chose à moyen terme. Je dis pas que c'est la solution pour le grand futur, mais il va avoir besoin de ça. Mais la question revient toujours. Est-ce que le gouvernement de Benyamin Netanyahou veut ou peut laisser faire ça? Et je pense que poser la question, c'est presque y répondre parce que il n'y a aucune volonté qui a été signifiée en ce sens-là au cours des dernières années, même avant ce à quoi on assiste présentement. Céline Pardet, peut-être un mot sur ce blocage de l'aide humanitaire. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, certains qui disent que c'est totalement illégal. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a aucun moyen de permettre à cette aide humanitaire de revenir dans la bande de Gaza, juridiquement ? C'est pareil, en fait, juridiquement, non. Alors déjà, oui, bien sûr, hein, c'est une violation totale du droit international humanitaire. Et le problème, c'est toujours le même, c'est-à-dire que
il faudrait quoi? Il faudrait un rapport de force. L'ONU ne peut pas envoyer des troupes, je sais pas, pour faire rentrer les camions et éclater la frontière, quoi, pour parler très simplement. Mais donc c'est tout le problème maintenant. Par exemple, le président Macron, il s'est exprimé là-dessus, et je pense que ce qui pourrait vraiment débloquer, c'est s'il y a quand même un nombre de pays qui s'allient là-dessus et qui commencent vraiment à taper du poing sur la table sur ça. Parce que, par exemple, enfin, franchement, c'est toute la question autour du génocide, etc. Mais là, c'est étouffer une population, quoi. C'est-à-dire ne lui permettre d'avoir accès à rien. On est quand même là, on a des éléments d'intention d'étouffement total d'une population. Donc, c'est pas possible de faire ça. Et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est cette espèce d'impuissance qu'on a tous, en fait. Il y a un Gazaoui qui disait ce matin, ou bien on est tué par des bombes, ou bien par la famine. Ou bien par la famine, mais oui, mais c'est ça, quoi. Et là, on voit bien cette intention d'étouffer cette population. Et c'est dangereux, en fait, parce que là, ils construisent vraiment des éléments, enfin, pardon de le dire comme ça, mais qui vont sur la qualification du génocide. Faire quelque chose comme ça, moi, j'ai rarement vu quelque chose comme ça sur d'autres zones à un tel niveau, de tout couper, quoi, de rendre clos, en fait, cet endroit, comme s'il leur appartenait déjà, et de nier les moindres droits basiques. Je veux dire, l'aide humanitaire, qu'est-ce que ça engage, l'aide humanitaire? Faut quand même pas... c'est pas acceptable, en fait. Je vois pas quel argument ils peuvent avoir pour dire qu'ils font pas rentrer l'aide humanitaire. Ça n'a aucun sens. L'aide humanitaire qui doit reprendre le 24 mai prochain, mais sous certaines conditions. Est-ce qu'on sait justement dans quelles conditions potentiellement ça pourra reprendre? Alors ça, je ne sais pas. La première condition, c'est que le Hamas ne doit pas avoir accès à cette aide humanitaire. Et pour que le Hamas n'ait pas accès à cette aide-là, il faut absolument déplacer la population du nord vers le sud. Autrement dit, il y a toujours un objectif politique, un objectif militaire, l'aide humanitaire militarisée pour Israël. Et cela, selon les observateurs sur le terrain, selon les ONG, ils disent que cela n'est absolument pas applicable, praticable. Factuellement, n'est pas praticable. Guillaume Lavallée, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, sur cette question de l'aide humanitaire, est-ce qu'aujourd'hui Benyamin Netanyahou est au pied du mur? Il va falloir qu'il permette à cette aide de rentrer dans l'enclave palestinienne. Écoutez, il y avait cette semaine des témoignages aux responsables du renseignement israélien qui eux-mêmes disaient qu'il y a des signes de famine dans la bande de Gaza. Donc, je pense que le renseignement israélien sait parfaitement ce qui se passe présentement dans la bande de Gaza. C'est très bien qu'une partie de la population est menacée de famine aujourd'hui. Vous avez vu par le passé, dans la dernière année et demie, il y a des moments où Israël a stoppé l'aide humanitaire. Si c'était pas le gouvernement, parfois c'était des gens de l'extrême droite qui venaient bloquer l'accès des camions à la frontière de Gaza et ont eu des parachutages d'aide. Et c'est toujours les Américains qui venaient en disant, qui forçaient un peu la main. Et est-ce que Trump est capable de forcer la main à court terme là-dessus? Puis est-ce qu'il va le faire? Mais comme disait Adèle, l'idée de dire que le Hamas touchera pas de l'aide, c'est vraiment très difficile de faire ça. Dans tous les conflits, il y a les mouvements armés qui prennent aussi une partie de l'aide pour se nourrir eux-mêmes. Ça fait partie des choses, mais dans tous les conflits, l'aide se rend quand même parce que les êtres humains doivent vivre. Donc, c'est un peu nier le droit à la vie d'une personne. Et je vois pas comment on peut tenir ça encore très longtemps. Vraiment, j'arrive pas. Puis je pense qu'au sein même de la société israélienne, il y a un réveil aussi sur ces questions-là. Plusieurs personnes se disent, mais notre gouvernement ne peut aller jusque-là. Je veux dire, on est d'accord sur l'idée, plusieurs vont dire, on est d'accord sur l'idée de taper contre le Hamas, frapper une partie de la bande de Gaza, mais l'idée d'affamer une population, non. Et une dernière phrase par rapport à ça. Tout à l'heure, on parlait des journalistes et des images. Peut-être en Europe, on n'a pas des images en live, mais dans le monde arabe, on a des images en live. On a Al Jazeera en direct. On a même une chaîne qui s'appelle Al Jazeera en direct. C'est-à-dire que ce n'est pas la chaîne traditionnelle. C'est une chaîne 24 heures sur 24 heures sur Gaza. Et uniquement sur Gaza, vraiment jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures, on transmet ces images dramatiques, catastrophiques de la bande de Gaza.
Gaza, au monde musulman d'une manière particulière, générale, et le monde arabe d'une manière particulière. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces images-là choquent. Al Jazeera ne nous cache pas les visages. Al Jazeera montre tout. Alors, et tous les jours, à chaque jour, je suis dans un pays arabe, je suis avec cette nouvelle génération traumatisée, brutalisée, qui intérieure une violence en live. Je me dis, mais mon Dieu, on est en train de fabriquer une nouvelle génération et radicaliser, voire qu'il est fort possible qu'à un moment donné, que cette génération abandonnée, livrée à elle-même, adopte le terrorisme comme arme de combat. Autrement dit, nous sommes tous, la communauté internationale, Israël lui-même, on est tous responsables de la fabrication de cette génération-là. Adel Bakawan, pour terminer, j'aimerais juste peut-être un mot, on n'en a pas vraiment parlé, sur la stratégie du Hamas. Est-ce que, dans un sens, lui aussi sacrifie le peuple gazaoui ? Écoutez, il y a 2 jours, j'ai entendu un grand responsable du Hamas a fait un pas en avance. C'est la première fois, vraiment, il dit que nous sommes prêts à négocier, à lever notre main sur la gouvernance de la bande de Gaza. Alors, si le dirigeant, un membre du bureau politique a prononcé cela, c'est qu'il y a des choses qui avancent, qui bougent dans les coulisses. Et que le Hamas, si on met la pression vraiment sur la direction politique, il est probable, je pense que je ne suis pas pessimiste, qu'il accepte à quitter la bande de Gaza et à lever la main. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Guillaume Lavallée, merci Céline Bardet et puis merci également Adel Bakawan d'avoir débattu de ce sujet très complexe avec nous. Évidemment, on va continuer à en parler. D'ailleurs, le Hamas, vous le disiez, qui annonce de nouvelles négociations qui sont en cours à Doha. En tout cas, c'est ce qu'on suivra, négociations indirectes avec Israël. Est-ce que cela va permettre d'aboutir à un accord de paix ? C'est en tout cas ce qu'on suivra dans les prochains jours, les prochaines semaines.